L'avantage avec les pare-feux Next Generation, c'est qu'on a la possibilité d'associer un paquet qui arrive au niveau du pare-feu à un utilisateur donné, donc de faire du User ID. On a la possibilité de faire de l'Application Visibility and Control, identifier le ou les applications qui sont contenues dans tel ou tel paquet. On a la possibilité de savoir est-ce que l'utilisateur il est en train de télécharger un fichier .exe, est-ce que l'utilisateur il est en train de se connecter vers des URL qui sont malveillantes. Est-ce qu'il est en train d'exfiltrer des informations sensibles de l'entreprise vers Internet? Donc de faire du Content ID. En plus de ça, on peut faire de l'antivirus. Si je prends par exemple le cas du pare-feu FTD, il est intégré à Sophos et à McAfee. Et derrière, un scan antiviral peut être fait sur tel ou tel fichier. On a la possibilité de faire de l'anti-malware. Avec la solution Cisco AMP, le hash du fichier, il peut être envoyé au niveau de Cisco AMP et être comparé à plusieurs autres hashes pour essayer de voir s'il y a une correspondance avec un fichier malveillant. Le fichier lui-même, il peut être exécuté dans un sandbox et essayer de voir son comportement. Toutes ces techniques vont permettre de détecter la plupart des malwares, qu'ils soient connus ou qu'ils soient 0D. Mais on peut avoir affaire à des virus qui sont super sophistiqués, très efficaces et qui peuvent détecter lorsqu'ils sont dans un sandbox ou pas. Dans ce cas, utiliser des solutions comme Cisco Stealthwatch, étant donné que la plupart des malwares, une fois sur le réseau, ils vont essayer d'établir des tunnels de commande et de contrôle via le web, pouvoir analyser le trafic web avec Cisco Stealthwatch, avec plus de machine learning, plus d'intelligence artificielle, va permettre de connaître le fonctionnement normal du réseau. Et dès qu'il y a une déviation à la normale, de pouvoir détecter cela et isoler telle ou telle machine. Quelles sont les techniques qui sont utilisées par Stealthwatch? Quels sont les protocoles utilisés? Comment Stealthwatch va s'y prendre avec de l'intelligence artificielle et du machine learning pour pouvoir détecter la plupart des malwares? C'est ce qu'on va voir au cours de cette vidéo. Il faut savoir que Stealthwatch utilise NetFlow pour pouvoir analyser le réseau. Je dis NetFlow, mais il y a d'autres protocoles qui peuvent être utilisés et on va voir ça plus tard. On va commencer par déjà définir c'est quoi un flow et quelles sont les clés qui permettent de définir, de constituer en fait un flow. Parmi les champs qui permettent d'identifier un flow, on peut citer l'adresse IP source, l'adresse IP destination, le protocole de niveau 3, le port source, le port de destination, le champ Type of Service qui permet de définir la qualité de service, mais aussi l'interface d'entrée du paquet au niveau de l'équipe à monitorer. Il y a donc cette clé qui permet d'identifier un flow au niveau de Stealthwatch. Si une seule valeur change au niveau de ces 7 clés, c'est un nouvel enregistrement qui est créé. Alors, en plus des 7 clés, on peut collecter d'autres valeurs comme le nombre de bytes, on peut collecter le nombre de paquets, on peut aussi collecter les informations concernant l'interface de sortie du paquet. On parle souvent de NetFlow et de l'ensemble de ses versions associées, notamment Flexible NetFlow, qui permet de personnaliser et de customiser les informations qu'on peut envoyer à Stealthwatch. Il faut savoir qu'il y a d'autres protocoles en fonction des constructeurs. Je peux citer Cflow, Sflow, Jflow, NetStream. Donc je vous mets en image quelques constructeurs ainsi que les protocoles correspondants. Pour un peu avoir une idée de l'endroit où on peut placer les composants de Stealthwatch, on va prendre l'exemple de cette architecture réseau constituée de 2 backbones au niveau cœur de réseau en stackwise qui permettent d'agréger les switches d'accès sur lesquels sont connectés les utilisateurs. Pour l'accès à Internet, on a 2 pare-feux périphériques en HA qui sont directement reliés à notre cœur de réseau et qui permettent l'accès à Internet et aussi à la solution cloud CTA. CTA pour Cognitive Threat Analytics, qu'on va voir plus tard. Ensuite, au niveau data center, on va avoir toujours 2 pare-feux en HA qui vont permettre de sécuriser les serveurs. On va retrouver au niveau du cœur de réseau data center, pour simplifier, 2 switches Nexus 9000 qui sont directement rattachés à des FLEX extenders. Et les FLEX extenders vont permettre l'accès à réseau de nos composants Stealthwatch qu'on va voir plus tard, mais aussi on va retrouver tout ce qui est Active Directory, tout ce qui est DHCP, tout ce qui est Cisco ISE, etc. Le premier composant qu'on va voir est le Stealthwatch Management Console qui constitue le management plane de la solution Cisco Stealthwatch. C'est là où les configurations vont être faites. Elle va permettre de voir ce qui se passe sur le réseau en temps réel. Donc c'est une interface web assez interactive, très conviviale, qui va permettre de savoir quelles sont les communications qui se passent sur le réseau, les conversations, qui communiquent avec qui. Elle va permettre de créer des règles de sécurité qui, lorsqu'elles sont violées, vont créer des alertes. Et à partir de ces alertes, on peut isoler telle ou telle machine qui se comporte de manière suspecte.
On peut voir par exemple quelles sont les machines qui sont en train d'établir des tunnels de commande et de contrôle. Est-ce qu'il y a des données qui sont en train d'être exfiltrées sur le réseau? On peut générer des rapports, par exemple le top 10 des applications qui consomment le plus de bandes passantes, le top 10 des applications qui sont en train d'établir des tunnels de commande et de contrôle. Donc c'est une interface très conviviale où on peut retrouver pratiquement toutes les infos dont on a besoin de savoir sur le réseau. Et toutes les 2 minutes, de nouvelles informations sont mises à jour sur l'interface graphique. Donc c'est pratiquement une visibilité en temps réel du réseau qu'on a. Le second composant qu'on va voir est le Flow Collector, qui est un peu le point d'agrégation de l'ensemble des paquets NetFlow, des logs issus des différents équipements, donc les switches, les routeurs, les pare-feux. Donc le Flow Collector, il va synthétiser toutes ces informations, il va essayer de les corréler, de les mettre en bonne forme, afin de les envoyer au niveau du Stealthwatch Management Console où il sera visible au niveau de l'interface graphique. Alors le Flow Collector, il peut soit enregistrer toutes ces informations au niveau d'une base de données en local, ou bien s'il y a plusieurs flow collectors, il peut en fait centraliser le stockage de ces informations au niveau d'un bête serveur de stockage sur lequel donc un data store externalisé sur lesquels l'ensemble des flow collectors vont directement enregistrer leurs informations. Ceci va éviter en fait le Stealthwatch Management Console de faire des requêtes individuelles à chaque flow collector et de n'accéder directement qu'au niveau du data store. En gros, dans le but de faciliter les requêtes et de les rendre beaucoup plus rapides. Il faut savoir qu'il n'y a que le Stealthwatch Management Console et le Flow Collector qui sont obligatoires pour pouvoir monitorer le réseau. Les autres composants sont des composants optionnels. Parmi ces composants optionnels, on a l'UDP Director. Alors peut-être que vous avez plusieurs serveurs SNMP, plusieurs serveurs syslog, plusieurs serveurs NetFlow. Au lieu de configurer en fait l'ensemble de vos équipements, par exemple les switches, les routeurs, avec ces multiples serveurs SNMP syslog, vous configurez juste une seule destination, c'est le UDP Director. Donc le UDP Director va se charger en fait d'agréger l'ensemble de ces paquets de monitoring basés sur UDP et de les envoyer à plusieurs destinataires. Alors les destinataires, ça peut être Splunk, ça va être bien sûr le Flow Collector, ça va être des serveurs SNMP et des serveurs syslog. Le quatrième et dernier composant qu'on va voir est le Flow Sensor. Alors le Flow Sensor, il va être placé au niveau des segments du réseau où NetFlow n'est pas supporté nativement, ou bien au niveau des segments du réseau où NetFlow a été désactivé. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va recevoir en fait les données des utilisateurs ou bien le trafic en brut. Donc, et à partir de ce trafic-là, il va générer des paquets NetFlow ou bien des paquets IPFix et les envoyer directement au niveau du Flow Collector. Donc, en plus de ça, il va permettre de faire du Deep Packet Inspection. Il va pouvoir regarder au niveau des paquets les protocoles, les applications, mesurer les performances de ces applications-là, quel est le round trip time d'une application donnée, quel est le server response time d'une application donnée, agréger l'ensemble de ces valeurs, ces données de performance, les arranger et les envoyer au niveau du Flow Collector. Donc on a fait un peu le tour de l'ensemble des composants, on va dire, les plus importants de la solution Cisco Stealthwatch. Ensuite, on va s'intéresser un peu plus au Flow Collector. Le Flow Collector, il est un peu l'unité de traitement de l'ensemble de la solution. Il va recevoir les paquets NetFlow des différents équipements configurés à cet effet. Il va les analyser, il va les réorganiser et les envoyer au niveau du Stealthwatch Management Console. Parmi les opérations que le Flow Collector va faire sur les informations reçues, on peut citer le Flow Stitching. Supposons par exemple qu'un paquet avec une adresse IP source de 192.168.1.1 et comme port source 1025 veut accéder à un serveur qui se trouve à 192.168.2.1 avec comme port destination 80. Alors si ce paquet arrive au niveau de l'interface d'un routeur qui est monitoré, alors le routeur va envoyer un paquet NetFlow avec les informations correspondantes au niveau du Flow Collector. Et ainsi de suite, le paquet de retour va aussi faire l'objet du même traitement. Au niveau du Flow Collector, on va avoir deux flows unidirectionnels appartenant à la même session. Alors, pour faciliter la lisibilité des informations au niveau du Stealthwatch Management Console et optimiser la base de données, le Flow Collector va effectuer du Flow Stitching qui consiste à créer un flow bidirectionnel à partir de deux flows unidirectionnels. Le Flow Collector va aussi procéder à la déduplication des flows. Alors, supposons que 3 routeurs soient configurés pour monitorer le trafic
et que le même paquet soit passé à travers ces trois différents routeurs. Donc le flow collector va tout simplement recevoir trois enregistrements du même flow, et pour optimiser la base de données, il va faire de la déduplication et n'enregistrer qu'une seule entrée. Et pour finir, le flow collector va faire du NAT stitching. Alors supposons que des pare-feux périmétriques soient configurés pour envoyer leur log au niveau du flow collector. Alors ça peut être du ASA, ça peut être du Palo Alto. Alors ces informations vont permettre au flow collector de pouvoir corréler une adresse IP privée d'un utilisateur à une adresse IP publique et ainsi voir la communication de bout en bout d'un utilisateur donné vers des serveurs web publics. En parlant de NAT stitching, il faut savoir que StealthWatch peut être intégré avec la plupart des proxys qui existent. On peut prendre l'exemple du proxy Cisco WSA, du proxy Skid, du proxy Blue Code ou bien McAfee. En fait, ceci va permettre en gros à StealthWatch d'avoir une bonne visibilité sur les communications web établies sur le réseau. Voilà, à partir de l'ensemble de ces informations reçues de la plupart des équipements sur le réseau, StealthWatch est en mesure de savoir quel est le comportement normal du réseau. De telle sorte que s'il y a une déviation à la normale, il est en mesure de détecter cette anomalie-là. Il est en mesure de savoir est-ce qu'il y a des machines qui essaient de se connecter à des adresses IP publiques blacklistées. Est-ce qu'il y a des machines qui essaient d'établir des tunnels de commande et de contrôle? Est-ce qu'il y a des machines qui sont en train d'exfiltrer des données sensibles de l'entreprise? Il est en mesure de détecter la plupart des anomalies qui se trouvent sur le réseau. Et StealthWatch peut apporter beaucoup plus de machine learning, beaucoup plus d'intelligence artificielle au réseau en étant combiné à la solution cloud Cisco CTA. CTA pour Cognitive Threat Analytics. Et on va voir ensemble de manière globale comment CTA va permettre de détecter les APT pour Advanced Persistent Threat, donc des malwares super sophistiqués qui sont très silencieux, qui peuvent être dans le réseau sans pour autant être détectés. Mais derrière, ils sont en train d'établir des tunnels de commande et de contrôle et d'exfiltrer des données sensibles de l'entreprise. Étant donné que la plupart des tunnels de commande et de contrôle se font via le web, alors les informations HTTP, les informations web reçues de la plupart des équipements vont être envoyées au niveau de la solution cloud Cisco CTA qui va essayer d'analyser ça dans les détails. Et on va voir cette analyse-là dans les prochains slides. L'analyse au niveau de CTA peut être segmentée en trois niveaux. Le premier niveau est constitué par deux phases. La première phase est l'anomaly detection. L'ensemble des requêtes HTTP envoyées au niveau de CTA vont être analysées et notées par une quarantaine de détecteurs. À l'issue de ces notations, certaines requêtes vont être considérées comme étant des requêtes anormales, d'autres comme étant des requêtes normales et d'autres comme étant des requêtes inconnues. Les requêtes anormales sont représentées en rouge, les requêtes normales en vert et les requêtes inconnues en gris. Ensuite, on a la deuxième phase du premier niveau d'analyse qui est le Trust Modeling. Les requêtes HTTP ayant des caractéristiques similaires vont être regroupées en clusters. Du coup, on va avoir des clusters normales constitués majoritairement par des requêtes HTTP normales. On va avoir des clusters anormales et des clusters inconnus. Et plus on va recevoir des requêtes HTTP, plus la notation de chaque cluster va être adaptée et mise à jour. Le premier niveau d'analyse au niveau de CTA aura permis de détecter les anomalies. Au niveau du deuxième niveau, on va retrouver deux phases. La première phase est l'Event Classification. Alors, une centaine de classificateurs vont essayer d'analyser et de classifier les requêtes HTTP. Ils vont essayer de voir si telle ou telle requête est une requête de commande et de contrôle, ou bien telle ou telle requête est une requête de DNS tunneling. Donc, il faut prendre une poignée de requêtes au niveau des clusters anormales et des clusters inconnus afin d'effectuer cette analyse-là. À l'issue de cette analyse, on va avoir des requêtes qui vont être conservées comme étant des requêtes légitimes, des requêtes qui vont être conservées comme étant des requêtes suspectes, ou bien des requêtes qui vont être considérées comme étant des requêtes malveillantes. La deuxième phase est l'Entity Modeling qui va permettre de faire le rapprochement entre, par exemple, une requête malveillante et une machine donnée ou bien une adresse IP donnée. Ça va permettre en gros de remonter à la source. Le deuxième niveau d'analyse aura permis de détecter les comportements malveillants. Au niveau du troisième niveau, on va essayer de savoir s'il s'agit réellement d'une menace. Ce troisième niveau est constitué par une seule phase, le Relationship Modeling. En gros, CTA va essayer de voir si ces actions malveillantes ont été uniquement observées en local ou bien est-ce qu'ils ont été observés sur d'autres entreprises ou bien est-ce qu'il s'agit réellement d'une attaque massive globale.
Une fois que la menace a été confirmée à 100%, il est possible de pouvoir remédier à cela et de prendre des actions. Si par exemple votre entreprise est intégrée à Cisco ISE, il est possible de bloquer tel ou tel port, de le mettre en shutdown ou bien de mettre en quarantaine telle ou telle machine.